Salut à tous, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Exactement. Ça va? Comment ça va? Bon, tu suis pas l'affiche, alors on est d'accord. Non, bah non, pas du tout. Vas-y, je te suis. T'es confiné chez toi toujours? Exactement, je suis totalement confiné chez moi. Je peux même le prouver, Donc, regarde, pas de quoi voilà, je faire. suis enfermé. Voilà, c'est la totale, je suis sous caméra de surveillance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vas-y. Bon. Au programme du jour, on continue notre petit tour des médias qui s'adaptent face au coronavirus. Et pour ça, on ira faire un tour avec Robin Grimaldi, qui est animateur pour France Bleu. Et on va essayer de s'attaquer à du lourd aujourd'hui. Et je dis pas ça pour lui, sinon il va pas l'apprécier. On va s'attaquer à du lourd, on va parler d'IP. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot IP, tabou, il y a quelques mois, qui aujourd'hui est la solution miracle pour faire tous nos directs radio et télé. On va essayer de voir un peu ce qui se cache derrière. On est allé chercher un expert dans le domaine, Étienne Desroseaux, il travaille pour... S'il arrive à se connecter, oui, parce que pour l'instant, voilà, il est un peu... La magie des réseaux fait que ça marche à un moment et ça ne marche plus à un autre moment. Et on va voir ce que ça implique et ce que ça implique pas. Alors, dans les news du jour, parce qu'on en a quand même quelques-unes, mon ami cher Thierry, c'est que, on en parlait l'autre jour, les JO, c'est fait. Hop là, ça bascule la prochaine fois, on vient en 2021, au plus tard pour l'été 2021. La date n'est pas encore fixée. On vous explique pourquoi c'est pas fixé, parce que ça devient très compliqué l'histoire. À chaque événement décalé, tout va devoir se caler maintenant à d'autres dates. Et les JO, c'est pas juste une épreuve avec juste du foot ou autre. Il y a tous les calendriers qui doivent être remis en place. Et là, c'est un gros casse-tête. Et je pense qu'ils vont se faire des grosses réunions en visioconférence. À mon avis, ça va être un peu tordu du cheveu. Dans les mêmes rumeurs qu'on entend, c'est est-ce que le Tour de France va bien avoir lieu? Alors vous avez tout entendu cette semaine, huis clos. La ministre des Sports a laissé une petite phrase sortir chez nos amis de Radio France en disant oui mais bon après tout avec les droits de télé c'est comme ça que vit le Tour de France, donc si c'est diffusé à la télé tout va bien et autres, sauf que le Tour de France c'est un peu particulier, ça marche pas forcément que avec la télé. On parle de report, on parle d'annulation, blablabla, blablabla. C'est encore trop tôt pour vraiment savoir ce qui va se passer. Mais on n'est pas encore dans le contre-la-montre, parce que ça, contre-la-montre, c'est pas si simple à organiser. À organiser, d'autant plus que celui-ci fait 66 mètres, et oui, 66 mètres de contre-la-montre à travers les palmiers, à travers les cerisiers et même à travers les oliviers. Donc attention, de très nombreux obstacles, on risque de finir au tas, de finir dans le potager, un potager qui aujourd'hui ne contient ni fleurs, ni salade, ni tomates, parce que confinement oblige, impossible de trouver le moindre plan à planter. Eh bien tant pis, c'est l'heure du sport, c'est l'heure de ce magnifique contre-la-montre qui va s'élancer dans quelques minutes depuis une rampe de lancement improvisée sur une brouette. Et oui, vous avez bien compris, le Tour de France, c'est aussi la débrouille. Pour ceux qui ne connaissent pas André Bancala, c'est le responsable sécurité du parcours sur le Tour de France pour les départements. Et là on voit bien qu'on va avoir droit à un tour un peu particulier dans son jardin, et je vous laisse voir. Alors on n'a pas les commentaires de nos amis journalistes parce qu'on n'a pas eu le temps de tout mettre en direct, mais pour vous montrer que là aujourd'hui il y a de l'ambiance sur cette histoire de report du Tour de France, parce que c'est pareil, c'est une organisation qui est très lourde. On va passer dans de nombreuses villes sur le Tour et tout est déjà entre guillemets préparé à l'avance, c'est-à-dire que on sait par où ça va passer, quand ça va passer, combien ça va coûter. Donc là c'est pareil, le Tour de France, ils doivent se faire un sacré brainstorming pour se prendre un peu la tête. Voilà du côté des événements et des reports. Bon, à moi quelques news également. Toi aussi exactement, voilà. Quelques news également du côté de chez Rode qui sort un nouveau micro, un micro USB avec un USB mini. Alors la référence de ce micro s'appelle le NT USB Mini. Comme vous pouvez le voir, il a un look plutôt vintage. A priori, c'est un très bon micro, j'attends de pouvoir le tester. Cardioïde, directionnel,
un retour casque gérable sans latence d'après ce qu'il nous annonce. Donc j'attends rapidement de pouvoir l'avoir en test sur ma table. Également une autre petite news et une petite info de la part de Netia, qui a fait une petite vidéo tuto hier soir sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, afin de remontrer aux personnes qui utiliseraient Netia de comment pouvoir faire un enregistrement par exemple de Skype ou d'un son de chez YouTube, puisque bien évidemment on l'utilise tous les jours au quotidien dans les radios, mais on se souvient jamais de cette petite fonction qui existe à l'intérieur du soft. Voilà pour moi. Et puis la dernière chose, c'est le confinement, c'est compliqué pour tout le monde et il faut garder l'entraînement. Donc très souvent les gens continuent de s'entraîner chez eux et on a trouvé par exemple sur internet la vidéo d'un perchman qui continue son entraînement. Part des actions qu'on voulait mettre en place pour le site et tout machin. Au début non, mais là oui, ça va. Non, mais non, je pense pas que ça va fonctionner cette fois. Non mais je te l'ai dit la dernière fois. Sinon, Laurence, elle m'a tout simplement dit que je pouvais tout lui envoyer par fichier Word ou PDF. À moi de voir, hein, c'est pas un souci. Hein. Attention pour un son seul. Je suis à l'état Brigitte. T'en as pas marre là? Voilà, c'est pas toujours simple pour tout le monde, mais il faut garder l'entraînement. Je te laisse la parole, Fabrice. Bah, je crois qu'on va directement aller chercher un invité, ce sera plus simple. Hein. Et notre invité du jour, c'est Robin Grimaldi. Bonjour les amis, comment ça va? Bien et toi-même? Très bien, confiné comme tout le monde. On voit ça, tu es confiné dans une très belle pièce. Voilà. Ouais. Ah, mais tu l'as rangé par rapport à ce matin. Ouais, j'ai rangé un peu. C'est à mi-chemin entre la chambre d'enfant et le bureau, parce que c'est ce que c'est. C'est mon bureau et ce sera ce week-end la chambre de mon fils. Bon. Voilà, on s'occupe quoi. On explique qui est Robin, Fabrice? Alors moi j'ai une liste qui est longue comme le bras. Animateur sur France Bleu avec l'émission La Nouvelle Scène, comédien de voix off pour des publicités, comédien d'une troupe d'improvisation. Alors attention, c'est Light Brothers, tu me diras si je me trompe. Et tu t'amuses aussi avec une chaîne YouTube. Ah ouais, je fais aussi ça. T'as le temps de tout faire? Ben en fait j'ai une grosse peur panique de rien faire moi. Autrement dit, pour te dire à quel point je m'amuse pendant ce confinement. Mais ouais, je déteste rien faire, donc du coup, ouais, je fais plein de choses. Bon. C'est ça le spectacle. Et la chaîne YouTube est... Ah ouais, c'est ça, exactement. Alors j'y suis pas encore allé, mais j'ai hâte de pouvoir y aller parce que qu'à chaque fois que je vois vos petites vidéos, ça me fait beaucoup rire. Et à propos de vidéos d'ailleurs, puisque Robin s'est marié il n'y a pas très longtemps, est parti en voyage de noces, etc. Au Japon, si mes souvenirs sont bons également. Il est revenu et il a fait toute une série de vidéos sur sa page YouTube que l'on peut retrouver de unpackaging, et je vous propose un petit extrait que personnellement j'aime beaucoup. Tu l'as compris, aujourd'hui c'est le deuxième numéro des dos venus du Japon. Objet suivant, One Night Love Set. Le set pour une nuit d'amour. Qu'est-ce qu'on vend au Japon dans un set pour une nuit d'amour, sachant que ça m'a coûté que dalle ce truc là, donc je suis très curieux de savoir ce qu'on fait. Je sais pas ce que c'est. Mon dieu, je ne sais. Alors évidemment, je ne parle pas japonais, je ne le lis pas. Oh, hé, il y a même les piles. Bon bah ça c'est clairement un œuf vibrant. Hein. On a le droit de tester des sextoys sur YouTube. Bah, évidemment, on va pas aller. Dis donc, oh, tu te calmes, hein. On peut le tester sur le chat. On va tester habillé. Mon dieu. Mais t'as pas confiance de mettre. Vous ne voyez pas la qualité de ce produit, mais tu vois les jouets qu'il y a au McDo? Eh ben on dirait les mêmes, mais pour adultes. Ah. C'est hyper violent. Oui. Ah oui, oui, elles font ça les meufs sur les catalogues de La Redoute, tout ça là, tu sais. Elles font comme ça. Je masse mon visage. C'est agréable. Et avec ça, mes rides et ridules disparaissent en quelques semaines. Vas-y. Oh putain. Ah ouais, mais ça vibre de ouf. Wow.
Voilà, je vous laisse aller sur la chaîne YouTube découvrir la suite. Je vais pas tout vous montrer. Sachez juste que depuis ce moment-là, Robin est maintenant papa. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ça plus de fonctionne. vidéos actuellement. Exactement. Mais voilà, c'est partie des choses qu'on va faire pendant le confinement. Pas des enfants, mais des vidéos. Le confinement a un intérêt dans l'histoire, quoi, maintenant. Bah ouais. Faut bien s'amuser. Alors France Bleu, ça se passe comment au confinement ? Alors, moi, mes émissions du soir ont disparu. Moi, j'animais entre 20h et 22h, et en fait, France Bleu a décidé de mobiliser les forces vives, c'est-à-dire en arrêtant les émissions à 19h, on récupérait des standardistes, on récupère des réalisateurs, etc. Puisque toute l'antenne de France Bleu, quasiment, est devenue nationale maintenant. Donc, elle est gérée depuis Paris. Je crois qu'il y a que les matinales qui sont faites depuis les locales, et tout le reste est fait du réseau. Donc voilà, il a fallu tout mobiliser pour ces émissions nationales. D'accord. Donc tout est recoupé, donc voilà. l'antenne est moi-même, par exemple, je suis... remixée. Ouais, 100%. 100%, et ça tourne 100% autour du confinement, du coronavirus. Voilà, tout le monde fait de la radio en se débrouillant comme il peut. Moi, je fais des voix off, donc j'ai un peu de quoi faire, j'ai des pieds, j'ai des casques, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, c'est une bouteille de champagne qui sert de pied de micro. Il y a plein de pieds de micro différents. Ils sont créatifs, mes collègues. Hein. Ouais, alors voilà, c'est France Bleu Roussillon, je crois. D'accord. C'est quelqu'un qui est équipé là, du coup, c'est cool. Ouais. Voilà, ça c'est ma préférée, celle-là. Alors ce corps d'échappe à la base, mais même plus un corps, c'est une lampe. Ouais. Et donc la lampe a encore été détournée de son utilité pour voilà, faire un pied de micro. Et on passe par un logiciel qui s'appelle Reportit, que vous connaissez sûrement. Voilà, dont on parle beaucoup depuis maintenant 15 jours, puisque tout le monde l'utilise, enfin de plus en plus. Beaucoup de radios l'utilisent. En fait. Ça fonctionne bien, c'est correct. De la marque Tie-Line distribution australienne. Encore des Australiens qui sont à la pointe de la technologie. Exactement, très pratique. Ça fonctionne très bien. Bon. Donc on a les animateurs de tranches qui eux sont encore en studio. Ouais. Parce qu'il y a la réalisation de l'émission, etc. à gérer, que c'est quand même plus simple, parce que Radio France, c'est des émissions qui sont compliquées avec beaucoup de sons à envoyer, même si on les limite. Mm-hmm. Ouais, voilà, par exemple, ça c'est Quentin Lucier qui a fait une chronique musicale de son canapé. Et, avec sa platine vinyle. Avec sa platine vinyle et son enceinte, on peut voir, il a porté son ordi sur son enceinte et il a mis le micro près de l'enceinte pour faire écouter le son, plutôt que de faire envoyer une cartouche au technicien. Ouais. C'est un moment de radio vraiment sympa d'ailleurs. C'est le royaume de la débrouille maintenant en ce moment en fait. Mais ouais, radio, mais c'est de la radio à l'ancienne. Et c'est aussi pour ça, j'en parlais hier avec quelques camarades, et c'est aussi pour ça que la radio garde cette force, parce qu'on est souvent beaucoup plus réactif qu'en télé en fait. On arrive à se débrouiller. T'as pas le problème de l'image. Exactement. Et c'est plus simple, ouais. Ouais, tout à fait. C'est plus simple. Puis il y a un côté toujours plus... Il suffit de mettre un micro devant une enceinte pour récupérer du son, hein. Ouais. C'est pas idéal, mais c'est rigolo, ça fait la blague. Et en plus, ça donne un côté, moi c'est ça que j'aime bien dans la radio par rapport à la télé, c'est qu'il y a un côté vraiment très intime. Et là, il y a rien de plus intime, t'es vraiment chez les gens. Encore plus quand le mec met son micro devant son enceinte pour avoir le son de son vinyle, c'est génial. Exactement. C'est cool. Du coup... Et tu veux que je réagisse là-dessus aussi ? Oui, s'il te plaît. Oui, puisque tous les soirs à 20h, donc on va à nos fenêtres applaudir les personnels de santé, mais pas que en fait, hein, tous les gens qui travaillent, hein, les gens dans les supermarchés, les gens même dans les transports en commun, etc. Et nous, on aime beaucoup Soprano sur France Bleu, le titre 1 euro du quotidien, c'est un titre qu'on passe beaucoup. Et effectivement, il correspond plutôt bien à ce qui est en train de se passer et à ce qu'on dit à 20h. Donc, tous les soirs à 20h, on passe le titre de Soprano pour que ce soit synchro avec les applaudissements des gens. D'accord. D'ailleurs, les gens sont invités à se filmer, à mettre le hashtag, je ne sais plus lequel, parce que je suis en vacances. Voilà, nos héros du quotidien. Hashtag nos héros du quotidien, voilà. Hashtag nos héros du quotidien. Voilà. Et puis, comme ça, on a plein de vidéos de gens qui le font en écoutant France Bleu. C'est cool. Parfait. Parce que je suis en vacances. J'ai bien choisi ma semaine. Comment ? Vas-y. Redis. On va essayer de voir comment marche le réseau. Parce que du coup, chez toi, t'es connecté comment ? C'est ta box ? C'est ton téléphone ? Comment ça marche ? Alors, moi, je fais juste une chronique de 2 minutes 30. Donc, j'ai quelque chose de vraiment simple. Je suis connecté en Reportit sur mon téléphone. Qui lui est connecté à ma box internet en Wi-Fi. Ouais. D'accord. Un Wi-Fi. Ouais. Non, en mode Wi-Fi, en Wi-Fi. Bon. Et franchement, ça fonctionne correctement. Après, le problème, c'est que j'ai un iPhone. Vous savez, les derniers iPhones qui ont une prise, qui est compatible avec rien d'autre. Donc, du coup, je n'ai pas pu brancher moi mon micro sur mon iPhone. Les collègues l'ont, donc moi, je parle vraiment dans mon téléphone pour le coup pour faire la chronique. D'accord.
Alors Ok. dans les astuces pour iPhone, on en profite. Il y a cette petite bidouille qui peut vous dépanner un jour. C'est un petit câble Lightning, double port Lightning. Attention à bien choisir celui qui permet de faire à la fois la charge et la compatibilité entrée micro et son, parce qu'ils le font pas tous. Et après vous utilisez le petit câble Lightning qui est fourni avec Apple, avec l'entrée micro jack. Et là du coup tu peux à la fois charger et utiliser un micro ou un casque. Oui, parce pas que mal. la bonne blague, c'est effectivement, tu peux diffuser, mais tu te retrouves sans batterie rapidement, puisque, on le rappelle, c'est un iPhone, et que, au-delà de 15 minutes, c'est réglé. Donc, soit tu passes ta vie en chargement, soit tu peux diffuser ou utiliser le micro, et qu'avec ce petit câble-là, on peut faire les deux en même temps. Voilà. Pour la modique somme de Et il faut 99 avouer euros en que- plus, donc ça vaut le coup. C'est l'avantage du Ah, produit Apple, c'est que c'est pas cher les accessoires. En port Lightning, il existe de nombreuses maintenant cartes son qui sont arrivées. C'est-à-dire que là, vous allez voir la réaction de notre prochain invité, qui est Étienne Desroseaux, va nous le dire. Et les bidouilles, c'est son métier, l'IP, c'est son métier, et il me fait savoir en off que oui, il y a des cartes son qui existent en Lightning. La liste maintenant est longue des adaptateurs pour pouvoir effectivement basculer sur du Lightning et non pas que du jack. N'est-ce pas, monsieur Étienne Desroseaux? Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, il existe toute une série de petites cartes son qui marchent avec des piles et qui sont très efficaces. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire avec Report It, ça fonctionne très très bien et on peut brancher un vrai micro avec une alimentation fantôme, un casque. Et c'est portable, c'est tout petit, c'est grand comme un paquet de cigarettes. Bon. Cool. On se Alors, rappelle plus d'ailleurs on va- comment est la taille d'un paquet de cigarettes, D'un puisque paquet de cigarettes. plus personne. Voilà. Broadcast Engineer, je l'ai pas pris le bon on accent. remercie peut-être Robin. Bah, On te s'il veut quitte, rester, il mon peut cher, rester. à moins que tu veuilles rester avec nous, comme tu. Mais je vais comme tu le souhaites. regarder, C'est vrai mais je Tu connais restes pas avec moi nous. le. Tu Donc, je interviens quand regarderai. tu Il va veux. suivre, il va apprendre plein de D'accord. choses. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous les amis. À bientôt. Étienne, Broadcast Engineer chez Eurovision Services, ça veut dire quoi? C'est quoi ce métier? Eurovision Services, c'est une entité qui appartient à l'EBU, le European Broadcasting Union, et Eurovision Services a la charge en fait de tout le réseau fibre optique et satellite de l'Eurovision, qui permet ainsi de distribuer de manière internationale les programmes qu'on nous demande de transporter. Et D'accord. donc, moi, ma fonction au sein d'Eurovision Services, c'est toutes les questions autour de l'audio et bien évidemment cette dernière petite, je dirais, technologie qui inquiète beaucoup de gens, qui est l'audio sur IP. Exactement. Alors, l'IP, c'est un gros mot ou c'est un tabou? Ou les deux? L'IP, c'est ni l'un ni l'autre. L'IP n'est ni un gros mot parce que aujourd'hui et depuis maintenant pas mal d'années, tout se fait en IP. Simplement, ce protocole arrive dans l'univers du broadcast et là, en fait, beaucoup de médias sont, je dirais sont peu habitués à cette technologie, donc ils vont à tâtons. Et tabou, non, ça ne doit pas être tabou parce qu'aujourd'hui, là aussi, alors en audio, mais comme en vidéo, il existe des solutions qui sont extrêmement performantes. Je dirais que la problématique va être d'adapter le milieu du network et les départements IT des broadcasters, justement à la transmission de broadcast. Ils sont peu ou pas habitués à ce genre de réglage, et c'est là que tout se joue. En fait, c'est les portes d'entrée d'un site média ou d'un lieu où a lieu un événement. L'IP, donc c'est Internet Protocol, si on résume le mot, mais je ne vais pas rentrer dans le détail complet, moi, parce que je ne serais pas suffisamment explicite ou pédagogue pour beaucoup. Quand on parle de réseau, on entend beaucoup en ce moment parler de saturation de réseau. Ah oui, mais c'est un problème de réseau, ça ne marche pas, mais c'est un problème de réseau. C'est quoi le réseau? C'est un réseau physique, c'est des fils, c'est des machines? C'est quoi d'abord le réseau et les infrastructures réseau? Une infrastructure réseau aujourd'hui, oui, elle est encore sur certaines parties en cuivre, en grande partie, en grande majorité en fibre optique aujourd'hui. C'est une interconnexion entre des équipements qui soient informatiques avec des serveurs ou autres, ou bien ce sont simplement des switches, des routeurs, des équipements qui permettent de gérer tout le routage de la data et de l'information. Aujourd'hui, comment dirais-je, le maillage réseau monde est loin d'être saturé.
Si on prend l'exemple d'un des plus gros nœuds européens qui a lieu à Amsterdam et qui permet, je crois, plus de 30 terabits de traitement d'informations, de traitement à la seconde. Aujourd'hui, on n'est même pas encore à 30% de consommation de cette capacité. Là où ça pêche un petit peu, c'est surtout au niveau des opérateurs qui eux alimentent en fait, je dirais, le dernier kilomètre, on va dire, entre le maillage international et votre box internet, qui ont dimensionné effectivement leur réseau et tout le système de routage en prenant en compte effectivement des pics de consommation, mais qui sont pas qui n'ont pas été pensés, ceux de ce moment. Ouais. Ceux de ce moment. Donc on voit que chez tous les fournisseurs de vidéo streaming, on a baissé la qualité pour limiter la bande passante. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques jours de ça, Orange a fait des modifications au niveau de ses box, au niveau de manière en fait à ce qu'on soit sur un best effort au niveau de la gestion des informations IP et non plus forcément prioriser tel ou tel protocole ou telle utilisation, de manière à essayer de faciliter, je dirais, déjà le streaming vidéo avec tout ce qui est toutes les plateformes Netflix, Amazon Prime, etc., etc. Oui, puis ça passe aussi. Ça passe aussi par comment on va dire, une éducation des gens à effectivement pas sursaturer pour tout et n'importe quoi le réseau et faire des apéros Skype pendant 2 heures le soir, parce que voilà, il y a peut-être ça aussi. Oui, alors après je laisse l'interprétation à chacun. Je pense qu'en ces périodes de confinement, il est très compliqué de réserver de la bande passante à d'autres fins qu'à un moment donné rendre un petit peu plus sociable nos vies de confinés. Oui. Maintenant, on travaille quand même sur des protocoles et des compressions qui sont telles que ça consomme peu en termes de bande passante. Maintenant, c'est la gestion de tous ces endpoints, toutes ces box, tous ces smartphones, avec le routage des informations envers toutes ces box et tous ces devices. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui provoque de la congestion. Parce qu'en tant que tel, sur les nœuds réseaux internationaux, il y a 0 congestion. On peut encore forcer, on peut encore monter. Donc c'est là où après on va distinguer la consommation IP grand public de la consommation IP professionnelle, puisque il s'agit de séparer de la consommation générale Internet à de la consommation dédiée. À des fins broadcast, à des fins bancaires. Je crois pas que le réseau pour les transactions bancaires soit aujourd'hui extrêmement saturé. Je pense qu'il est priorisé. Ah non, on peut plus sortir à faire les courses. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'on sait manager cela. Ce qu'on a du mal aujourd'hui à gérer, je pense, vu de ma fenêtre, c'est effectivement tout d'un coup l'explosion des consommations de flux streamés, vidéo et audio, toutes ces consommations permanentes de VPN qui consomment pas forcément beaucoup, mais qui consomment de la bande passante sur la durée. Faut pas oublier une chose, c'est que quand on consomme aujourd'hui de l'internet, on fait de l'HTTP, c'est-à-dire qu'on lance une requête et on attend que le serveur nous réponde. De voir une barre de progression avancer, s'arrêter, avancer, s'arrêter, on est habitué à ça depuis l'arrivée, depuis la naissance d'Internet. Par contre, aujourd'hui, effectivement, quand on stream en permanence, on consomme en permanence quelque chose. Ce n'est plus de la question-réponse, on va dire. On n'attend plus d'envoyer une requête pour obtenir une réponse. Aujourd'hui, on pousse du stream, on pousse du flux. Et c'est ça qui est compliqué à gérer à la fin pour la redistribution sur l'ensemble des devices. Du coup, le réseau aujourd'hui, est-ce qu'on considère qu'il faut des pros à chaque étage pour être sûr que ça fonctionne? Et donc, du coup, la DSI sont nos amis pour la vie? De toute manière, il vaut mieux les avoir en amis parce qu'ils ont un fort pouvoir de nuisance d'une manière générale. Alors, à la maison, c'est très compliqué d'aller faire un peu de QoS et d'aller essayer de. Là, il faut discuter de ça avec Orange, etc. À des fins professionnelles, effectivement, il y a au sein d'une entreprise, il y a des choses sur lesquelles on peut faire. Mais encore une fois, on n'est pas sur les mêmes usages. On n'est pas du tout sur les mêmes usages. Et l'avènement, cette période qui, pour l'instant, oblige
toutes les radios, les télés à changer de fonctionnement. Est-ce que c'est en train de faire passer un cap, par exemple, pour ce qu'on appelle la remote production, pour toutes les télés qui commencent à en faire, typiquement M6 qui vient de démarrer une émission avec Cyril Lignac, qui est dans sa cuisine, où ils ont installé une caméra, et toute la production et toute la réalisation se fait totalement ailleurs et en dehors de chez Cyril Lignac? Alors, il y a plusieurs aspects déjà. Au niveau utilisation de l'IP, etc., le monde de la radio est habitué à cela depuis maintenant déjà pas mal d'années. La radio, on en parlait tout à l'heure, a quand même ce pouvoir d'être beaucoup plus flexible, d'être beaucoup plus en lien avec la vie quotidienne. Donc toute cette fonctionnalité, toute cette manière d'utiliser de la transmission sur IP dans le monde de la radio, on fait déjà. Dans l'univers de la télé, c'est un petit peu plus compliqué. Ça arrive avec pertes et fracas, je dirais, depuis 1 an maintenant. J'emploie ce terme-là parce que les télés ne sont pas du tout habituées à devoir intégrer cette notion de le risque zéro n'existe pas. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de faire une transmission IP sur une fibre dédiée quand on fait juste de la coordination audio. On va utiliser plutôt effectivement de l'internet public, et les pertes de paquets et les congestions qu'on peut trouver, les problèmes qu'on peut trouver sur l'internet public, la télévision n'est pas encore bien habituée. Par contre, ce qui est intéressant de voir, et on est les premiers concernés à l'Eurovision, c'est que cette crise sanitaire nous pousse et nous oblige à trouver des solutions innovantes, en s'asseyant un petit peu sur l'aspect 100% fiabilité, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de réfléchir, et donc ça met en place des solutions et ça vient ouvrir complètement le champ de ce qui est possible de faire aujourd'hui dans l'univers du broadcast. Donc, vous preniez l'exemple de Cyril Lignac. Aujourd'hui, on n'est pas véritablement dans une notion de remote production, on est plutôt dans une notion de petite production locale, agile, et ça, suivant quand même un petit peu vos parcours à tous les deux, je sais que par exemple vous êtes très en avance sur ce genre de petites solutions agiles de vidéo, qualité pas donné de chèque, à mettre en place. Non, c'est vrai, mais voilà. Par contre, le concept de remote production, oui, arrive de plus en plus. Je dirais, moi, je le vois aujourd'hui dans la préparation des événements sportifs sur lesquels on travaille. Effectivement, c'est quelque chose, on le voit, des gros médias qui débarquent, qui vont déployer des équipes partout sur un site, alors que il serait demandeur de pouvoir récupérer les différents signaux, qu'on les pousse sur un réseau et qu'ils les récupèrent chez eux, dans leur régie de production, pour pouvoir produire. On parle d'économies conséquentes. Aujourd'hui, tous les médias européens et du monde entier sont confrontés à des problématiques de restriction budgétaire, et l'IP permet d'apporter ces solutions et de répondre à ces problématiques budgétaires. Quand on fait véritablement de la remote production, on envoie des équipes juste pour aller positionner des caméras éventuellement, et les caméras, donc on est sur des parties techniques, on est sur des rigueurs pour les câblages, on est sur des équipes techniques, donc avec, je dirais, une notion salariale qui est moindre que si on commence à envoyer toutes les équipes de production, toutes les équipes éditoriales. Et on vient récupérer les flux vidéo, mais pas seulement, c'est-à-dire que tout ce qui est réglage de la caméra est piloté à distance. Le vrai concept de remote production est celui-là, c'est-à-dire que on est sur une équipe extrêmement réduite sur site qui déploie une architecture broadcast qui est pilotée, managée et transportée à distance sur le réseau. Aujourd'hui, ça, on a des fabricants et ça arrive. On a des fabricants qui arrivent, il y a Matrox qui arrive, il y a iVision qui arrive avec des produits qui sont déjà établis, avec des liaisons qui sont plus en H.264 mais en H.265. Ces marques-là qui vont faire avancer la chose, ou c'est les fabricants qui vont faire la chose, ou c'est la structure en elle-même qui de toute façon va bouger quoi qu'il arrive? Les solutions technologiques, elles existent. Les solutions technologiques, elles existent. Il y a aujourd'hui, tu parlais de Matrox, tu parlais de tout ça, on est sur des marchés aujourd'hui où il y a effectivement tout un tas de solutions innovantes à des tarifs très accessibles qui permettent de faire beaucoup de choses. Dans l'univers broadcast premium, c'est pas du tout ce genre d'équipements qui sont utilisés, et là on est plus sur des méthodologies, on est plus sur je dirais des architectures de
broadcast, techniques qui doivent être pensées différemment, avec des process de production qui sont pensés différemment. Donc on est vraiment sur des aspects très 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 différents. La technologie aujourd'hui existe. On sait très bien à travers un VPN natter, router des sous-réseaux pour aller piloter tel et tel équipement qui se trouve à distance. Ça, on sait faire, on maîtrise, il n'y a pas de problème. Il existe tout un tas d'équipements qui, je dirais, dès qu'ils sont connectés sur le net, se connectent sur un serveur cloud et on vient manager l'ensemble de ces équipements. Ça aussi, ça existe, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est de rentrer dans la tête des gens et de leur expliquer, voilà, aujourd'hui, hier vous travailliez comme ça, aujourd'hui on vous propose autre chose qui vous amènera demain à faire de véritables économies d'échelle et à travailler et à produire un événement fondamentalement différemment. Et ça répond à des notions qui sont aussi pas simplement budgétaires, mais impact carbone. Vous déplacez beaucoup moins d'équipes, il y a beaucoup moins de shipments et donc de camions à travers les routes pour transporter l'ensemble de vos plateaux télé, etc., etc. On est vraiment sur des approches différentes, mais il faut changer les mentalités. Les mentalités aujourd'hui peuvent tarder un petit peu à évoluer. Et là, la contrainte obligatoire va peut-être permettre de pouvoir les faire passer, en fait. Oui, bah, c'est-à-dire que ça démontre aujourd'hui, on est en train de démontrer, enfin la crise sanitaire du Covid-19 est en train de démontrer qu'il existe tout un tas de solutions et qu'on peut les faire. Vous parliez de Reportit. Reportit est une solution qui existe et qui est utilisée dans le milieu de la radio depuis 5 ou 6 ans. Ouais. Moi, dans mon ancien boulot, quand je l'ai amené, c'était le truc totalement innovant. Aujourd'hui, force est de constater que c'est toujours utilisé et que ça continuera à l'être. Et aujourd'hui, vu l'utilisation de ce genre de solution, le fabricant australien dont Fabrice parlait tout à l'heure a déployé en même temps toute une solution de management de ces solutions mobiles, software, qui sont installées sur des devices en quelques secondes pour un coût équivalent à rien du tout. Et maintenant, on peut venir manager, on peut venir piloter, on peut venir lancer l'enregistrement à l'intérieur du smartphone parce que les solutions ont été développées pour ça. Donc la crise, je dirais que la crise du Covid, la France sur certains aspects est un petit peu en retard. Je pense que malheureusement, on arrive à retrouver que dans des gros médias type Radio France, encore des équipes qui, je dirais, ou France Télévisions, enfin en tout cas le domaine public, des grosses équipes qui font de la veille technologique et qui ont le temps d'aller tester et de mettre en place des nouvelles solutions. Maintenant, il existe effectivement des pays en Europe où c'est beaucoup plus développé. Je vais prendre l'exemple en Allemagne d'ARD ZDF. Ils ont un réseau à l'intérieur de toute l'Allemagne qui est extraordinaire. Et pour moi, le must du must aujourd'hui en solution sur IP reste les Suédois de Sveriges Radio qui, eux, il y a 12-13 ans, ont complètement pris le problème à bras le corps. Ils ont constitué une équipe de R&D qui ont planché pendant 10 ans sur ce que devait être la radio de demain. Dans la technologie IP. Et ils ont viré tout ce qui était infrastructure broadcast, console, etc., etc. Aujourd'hui, ils fonctionnent sur un énorme cœur Lavo qui est piloté avec des softs qu'ils ont développés eux-mêmes. La console, c'est un énorme écran tactile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont en reprenant la logique française, si on parle d'antennes locales, en Suède, ils en ont 500 pour la Sverige, 500 antennes locales à peu près qu'ils doivent mettre à l'antenne. Et en fait, aujourd'hui, le journaliste suédois a un petit sac à dos avec que des équipements open source, des softs qui sont allés récupérer gratos. Ils ont tout déployé et ils ont une petite tablette. Et quand ils se connectent, ils allument le sac à dos bien évidemment se connecte, il a 8 puces 4G, agrège un énorme réseau au sein du sac à dos, la tablette se branche en Wi-Fi dessus et le journaliste n'a plus de cheveux et ne peut plus se reproduire. Ouais, alors ça déjà. Et surtout, il se met à l'antenne tout seul. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que depuis la tablette, il pilote le cœur Lavo qui est au siège de la radio. Il se met lui-même à l'antenne. Il peut balancer, il peut faire un enrobé en live. Enfin, c'est extraordinaire. Ils ont poussé le concept très loin et force est de constater, moi je les ai vus sur des events, c'était assez incroyable, hein, le journaliste arrive, il branche le sac à dos et la Suède prend la main sur l'équipement, le connecte, lui gère son truc, etc. Enfin voilà, ça je pense qu'effectivement d'ici quelques temps en France on aura cette mentalité, mais pour l'instant c'est très compliqué en France de changer certaines habitudes de travail. Du coup, à l'Eurovision, c'est un véritable labo ?
C'est un énorme laboratoire. L'Eurovision est un énorme laboratoire. Déjà, c'est un énorme laboratoire parce que il y a une vive communauté de techniciens, d'ingénieurs broadcast de toute l'Europe qui font avancer aussi les choses, qui discutent entre eux, qui font travailler l'Eurovision, et avec l'Eurovision, on travaille sur des nouveaux standards, des nouvelles normes, des nouvelles manières de procéder. Et c'est vrai que ça, c'est une chance énorme. C'est un laboratoire de nouvelles technologies et de nouveaux process de production qui est incroyable. On met en place un système de remote production, de kits qui peuvent être envoyés partout en Europe, installés par un technicien, et on pilote tout depuis un centre qui est basé à Madrid, et tout est piloté depuis là-bas. Tout est piloté depuis là-bas. On n'a plus de système d'intercom, les intercoms, tout est en IP, c'est complètement ouvert, c'est des solutions qui sont complètement ouvertes et qui sont très intéressantes. Et justement, on a pu mettre en place, avec cette histoire de crise sanitaire, le home office. Nous, on a des opérateurs qui gèrent le réseau et qui font les interconnexions satellites fibre optique, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne peuvent plus se rendre à Genève, et on leur a installé des systèmes. Et aujourd'hui, avec une tablette, ils ont toute l'intercom, tout le système d'interphonie qui leur permet de discuter avec l'ensemble de la communauté de l'Eurovision, mais aussi avec tous les autres clients. Et puis, sur une fenêtre juste à côté, l'application Jabber de Cisco qui leur permet de recevoir toute la téléphonie. Donc, pour le client, c'est totalement transparent. Il compose le même numéro, il tombe sur la même personne, sauf que cette personne est à un poste complètement, qui n'est plus au bureau. Et voilà, donc c'est l'image que vous montrez, et ça devient très intéressant justement à ce niveau-là. Et c'est les solutions, elles existent. Ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, c'est sortir un petit peu des sentiers battus et oser faire des choses. Et c'est vrai qu'à l'Eurovision, on a cette chance de pouvoir tester beaucoup de choses, de discuter et d'échanger avec les membres. On a, au sein de la communauté EBU, d'extraordinaires testeurs de solutions quand c'est nécessaire. Ils sont très friands. Et puis, ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est l'Eurovision, c'est 25 cultures différentes, 25 nationalités, 25 approches broadcast qui sont différentes. Et là, il y a une véritable richesse dans les échanges, c'est ce qui permet justement ce qui permet d'être toujours à la pointe des solutions, d'avoir des solutions à tous les niveaux, puis d'échanger et de faire avancer aussi un petit peu le débat. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les très gros à l'Eurovision, mais aussi les petits en Albanie, en Croatie, et c'est de travailler avec eux pour les amener justement à opérer ce virage sur le tout IP, parce que là aussi, on est loin d'y arriver, quoi. Alors, s'il y a un outil à avoir quand on fait du réseau, c'est lequel? Pour toi. Pour toi. Alors pour moi aujourd'hui, si je dois avoir un outil où j'ai du mal, où je ne peux pas m'en séparer, où je dois continuer à bosser, c'est bien mon smartphone. Ouais. Que tu peux pas montrer parce qu'il est devant toi. Mais il est juste là, juste à côté. Ah, c'est celui-là. Non, mon smartphone est un laptop. Avec ça, aujourd'hui, en fait, le smartphone, tout simplement pour la connectivité 4G. L'avantage, c'est que voilà, ça, avec un outil que beaucoup ont, qui est TeamViewer, qui est assez basique, un bon TeamViewer, une bonne connexion, un laptop ou un smartphone, et avec ça, on gère ce qu'on veut. Le gros travail va être en amont de préparer les postes de rebond pour pénétrer le réseau, le VPN, etc., de manière à ne pas créer de points de sécurité ou de problématiques de sécurité. Mais TeamViewer, un bon smartphone, une bonne connexion, et avec ça, on est sauvé. Hein. Bon. Un conseil aujourd'hui à tous ceux qui font comme nous de la vidéo, que ce soit côté professionnel ou amusement, à la maison, comment on améliore son réseau à la maison tout simplement? Il y a des conseils à donner? On empêche ses enfants de jouer sur les jeux et... Alors, j'inviterai pas... naturellement, j'inviterai pas tout le monde à s'amuser à se connecter à sa box pour faire un peu de QoS. C'est-à-dire la QoS, c'est Quality of Services, c'est de la priorisation. C'est de dire, par exemple, tout ce qui va être Netflix va être prioritaire à toute autre consommation. Netflix passe par des ports qui sont spécifiques, avec des protocoles qui sont spécifiques, et surtout des adresses de serveurs qui sont spécifiques et qui peuvent être reconnues. Donc ça, effectivement, c'est rentrer dans la configuration de la box. On peut vite faire une bêtise et on peut vite se retrouver sans avoir Internet. Donc, je n'inviterai pas les gens à faire ça. Par contre, effectivement, aujourd'hui,
il y a moyen d'améliorer et en tout cas, alors bon, en même temps, aujourd'hui dans les grandes villes, c'est pas partout. Je n'habite plus dans une grande ville, j'habite maintenant près de Genève, dans une petite ville où j'avais de la fibre, hein, j'avais 500 mégas à Paris. J'arrive, je me suis retrouvé avec 12 mégas download, 1 méga upload. Autant vous dire que ma vie a changé sur ce point de vue-là. Aujourd'hui, quand on est à Paris, dans une grande ville, qu'on a la fibre avec 100 mégas, 200 mégas, 500 mégas, enfin, je veux dire, on peut y aller, hein, on peut lancer tous les Netflix de la Terre avant de faire chuter le truc. Voilà. Mais je n'encouragerais pas les gens à acheter l'IP pour les nuls et à se mettre à configurer leur box Orange ou SFR. Je pense qu'il y aurait plus de carnage qu'autre chose. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Je me souviens, les premières questions en 2013, quand j'ai discuté avec l'ingénieur réseau dans mon ancien boulot, et que je lui ai dit, vas-y, explique-moi l'IP, explique-moi comment ça marche. Il m'a filé un énorme bouquin en me disant, vas-y, potasse, et quand tu auras des questions, viens me voir. C'est la meilleure des choses à faire. Ah, ça me rappelle un truc que tu m'avais dit une fois. Mais il n'a pas lu le livre. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais déjà j'aurai plus de temps. On rappelle qu'en ce moment, de toute façon, les réseaux sont plutôt instables parce que en fait, il y a beaucoup de demandes et que les opérateurs sont pas forcément aujourd'hui encore adaptés leur distribution de bandes passantes. C'est plutôt ça aujourd'hui le problème. C'est plus un problème grand public qu'un problème pro. Les pros sont peu impactés. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur les mêmes sous-réseaux, c'est ça le truc. C'est le monde professionnel peut avoir des adductions qui sont dédiées, où on ne passe pas forcément par un Orange, un SFR, un Bouygues, un Free. On peut s'adresser directement aujourd'hui aux fournisseurs d'Orange, par exemple. Voilà, parce qu'aujourd'hui le maillage international d'Internet est constitué de grosses entreprises. Vous avez peut-être entendu parler de Level 3, de Colt. Voilà, ce sont des fournisseurs d'accès réseaux qui peuvent fournir de l'internet. Effectivement, là, quand on prend 100 mégas ou 1 giga chez eux, on est garanti d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près. Et on vient surtout taper dans des strates réseau qui sont moins impactés que chez les gros opérateurs. Mais encore une fois, là aussi, tout peut basculer. Aujourd'hui, on est loin de saturer le maillage international. Bon. Je vous redis ce que je disais tout à l'heure. À Amsterdam, qui est le plus gros nœud européen, on n'a même pas la moitié de sa capacité de traitement au niveau européen. Donc, on a le temps de voir. Par contre, effectivement, sur tout ce qui va être l'utilisation aujourd'hui des solutions sur IP, en radio, il faut accepter de mettre un petit peu de latence, de mettre de la correction d'erreur, de manière à ce que les équipements puissent compenser les erreurs qui se passent sur le réseau, les pertes qui se passent sur le réseau. Et donc, c'est toujours la même tique, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre latence et qualité du lien. Plus on va mettre de la latence, plus on va récupérer des informations, plus on va faire multiplier les streams pour qu'à la fin l'équipement reçoive plusieurs streams et compare sur les différentes routes qui ont été utilisées les pertes éventuelles de paquets. Forcément, tout ça inclut de la latence et c'est aujourd'hui jusqu'où on accepte quand on fait des émissions de radio où il y a du débat et où on a besoin on va rechercher l'aspect dynamique pour garder l'auditeur, jusqu'où on peut pousser la latence qui peut vite devenir gênant quand on essaie de suivre une discussion, quand on pose une question et que la personne vous répond une demi-seconde avec retard, alors qu'on est quand même dans une discussion qui est animée. Il y a un moment donné, on a le sentiment que cet échange est haché. Donc, mais c'est le seul moyen qu'il y a aujourd'hui. Ou alors, il faut accepter de mettre un gros paquet de billets sur la table pour juste faire une transmission d'audio sur IP à 64 kilobits seconde. Je pense que voilà. Aujourd'hui, ils sont pas prêts à le faire. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclairages sur l'IP, en espérant que ça serve à nous améliorer, déjà dans nos liaisons IP, parce que on est assez impacté comme tout le monde, on a les pertes de réseau comme tout le monde, on a des choses qui fonctionnent et qui ne marchent plus, mais nous on accepte la latence, parce que c'est pour ça qu'on se marche un peu sur les pieds de temps en temps. Voilà, exactement. Voilà. Mais on va essayer d'avancer, on continue, et on va nous partir la semaine prochaine, Thierry, faire un petit tour en Europe, on reste confiné. C'est-à-dire qu'on reste là. On va aller du côté de chez Étienne, d'ailleurs. On va partir parler avec Radiolac. Voilà, et on ira faire un petit tour en Belgique également, pour voir également comment ça se passe, parce que on est curieux, il y a des idées à prendre partout, donc on va essayer de le faire. En tout cas, d'ici là, merci à tout le monde et restez chez vous.
Bonne journée. Au revoir. Merci.